Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau live où je viens après un week-end assez, assez intéressant. J'ai pu rencontrer des personnalités extraordinaires. Euh, alors j'essaie de régler un problème de son parce que j'ai un truc de retour là. Je règle ça tout de suite. Euh, voilà, je vais mettre ça là. Voilà, done. Voilà. Et du coup, on peut commencer notre live tranquillement parce que voilà, ce soir, on a réussi à lancer le live au niveau de Telegram. Dites-nous si ça fonctionne. Thierry, check, voilà, ça fonctionne bien sur Telegram. Dis-moi si ça fonctionne maintenant parce que j'ai enlevé le son de Telegram parce que ça partait en retour. Donc pardonnez-nous pour ce petit inconvénient qui m'a un peu perturbé, j'avoue. Vous pouvez nous trouver dans un tas de différentes plateformes. Alors on a lâché un peu des lives parce que je sais pas pour quelle raison Restream s'est déconnecté, j'arrive pas à le reconnecter. Et on peut diffuser un maximum de 8 plateformes. Et du coup, il restait une place de libre. Je me suis dit, je vais rediffuser sur Telegram. Ça va être... Il y a plus de gens sur Telegram qui regardent que sur des lives. Donc voilà, quand il faut prioriser, bah voilà, on le fait. Alors ce soir, l'émission a un titre assez particulier. Parce que ce week-end, j'ai pu rencontrer une personne extraordinaire qui a transformé l'hymne de la France. Et on va en parler de ça à la fin de l'émission. Et on a quelque chose à faire ensemble. Il y a, je ne sais pas pourquoi, par intuition, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. En attendant, on peut commencer l'article avec le partage de l'écran grâce à Thierry, que je remercie toujours. Merci Thierry d'être là. Et avec cette belle vignette qui est un mélange de travail d'intelligence artificielle et un mélange de mes petites retouches personnelles dans différents aspects. Et ça donne une image qui rappelle un certain type de peinture. C'est rigolo, mais c'est moitié IA, moitié humain comme image. Comme quoi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il ne faut pas attaquer l'intelligence comme principe simplement parce que l'humain est en train de faire des mauvaises choses avec. Donc voilà, c'est à nous. Un outil dépend de la façon qu'on l'utilise. Et moi, je l'utilise pour la créativité et ça m'aide à faire des choses que je n'arriverai pas à faire autrement. Donc voilà. Par contre, je ne deviens pas dépendant à l'IA. Voilà, je fais en sorte de garder mon autonomie et mon indépendance. Alors, voilà, je vous laisse l'introduction, je l'ai partagée partout. Vous avez ici Abba. Voilà, en crowd bunker, soirée du live, ça a sauté. C'est comme ça. Donc, je sais pas pourquoi. Thierry, si tu peux regarder sur crowd bunker, voir ce qui s'est passé. Depuis que je parle des renseignements français, Viginum et tout ça, il m'arrive que des trucs chelous, que des trucs de ce genre. Ouais, c'est mignon, c'est bien les gars, continuez, exposez-vous. Alors, comme d'habitude, mais là ça fait un moment que j'ai pas publié d'autres épisodes, mais on s'est arrêté quand même à un très bel épisode à la rencontre de Saint-Michel. Donc je vais essayer de reprendre ce week-end, mais encore une fois, une journée à 24 heures, l'actualité est ce qu'elle est. En plus, j'ai été en déplacement et voilà, j'ai encore des déplacements à faire. Donc, pardonnez-moi, je vais y arriver. Je vais arriver à finir le décoteur parce que ça me bouffe tous les week-ends libres en fait. Je fais ça pendant les week-ends où j'ai du temps. Et donc, mon temps libre, c'est ça. Et comme j'en ai pas, voilà. Je peux pas sortir un épisode par semaine. Ça prend du temps pour faire le montage. Alors, aussi, nous avons notre propre chat. Donc, il y a certains quand même qui continuent à ne pas comprendre les enjeux qu'il y a avec Framework Disarm. Et même maintenant que j'ai apporté les preuves, comme quoi les États utilisent les commentaires pour dévier, pour diffamer, pour manipuler les gens des communautés, malgré tout, ils continuent à m'attaquer
que je censure. Alors que, bon, sur Twitter, bah, je bloque rien. À part, bien sûr, ceux qui viennent et qui ferment les oreilles, qui ouvrent leur gueule à dire, ça m'intéresse pas, ça intéresse personne en vrai, en fait. Donc, Telegram, je ferme parce que Telegram, c'est bourré de bots. Il y a plein de gens qui ont été dérangés par des personnes qui vendaient des passes ou des conneries comme ça, je sais pas quoi, des arnaques, Et donc, j'ai juste pas envie d'assister à ça. Et surtout que un commentaire sur deux, c'est des bots sur Telegram. Donc, voilà. Du coup, j'ai créé notre propre chat. Et dans celui-là, il y a certaines mesures de captcha et des éléments qui font que c'est difficile de mettre un bot dedans. Et donc, dans ce chat-là, la situation est tout autre. Il y a plus de bienveillance, il y a plus de respect, il y a... Voilà. Et donc, je censure pas. Je dis juste, si on peut sans les bots, je veux bien. J'aime bien la contradiction, je la cherche. Mais faisons-la d'une façon sincère dans une plateforme où elle n'est pas... où des individus ne peuvent pas utiliser des comptes cyborg, par exemple. Voilà. Et donc, les comptes cyborg, c'est quand ils sont partiellement intelligence artificielle et de temps en temps, il y a une personne qui vient, qui se fait passer pour le compte, histoire de donner un peu de crédibilité. Et donc, sur cette plateforme-là, tu ne peux pas faire ça. Et c'est une plateforme qui fonctionne comme Telegram, elle est identique en fait. Voilà. Pareil pour les poules pondeuses. Alors, si vous avez un petit peu de terrain et que vous voulez accorder un peu de temps, ne prenez pas les poules et les voyez comme des plantes qu'il faut arroser une fois par mois. Ça demande quand même un petit peu de travail, un peu de respect. C'est des êtres vivants quand même. Donc, si vous partez avec le principe que vous sauvez des êtres vivants, et ben dans ce cas, allez sauver des poules, ils vont vous le rendre avec des magnifiques œufs de nourriture biogénique. Voilà. Et donc, maintenant, on attaque avec les mémés, voilà, rigolons. C'est comme ça. Je vous laisse apprécier cette image parce qu'on l'a vue. En fait, elle exprime en une image tout ce qu'on a vu depuis avant 2017 même. Donc, apprécions cette image une seconde. Voilà, on a assez vu sa gueule, on passe à autre chose. Espace de liberté, baignade interdite. La société, le monde en 2024, quoi, en gros. Ah. Et voici, en exclusivité, une vraie image d'une pince à dénuder. Si vous en avez une, restez loin des autres parce qu'en fait, ça a tendance à aller dénuder automatiquement. L'avenir est incertain. Je l'ai trouvé. Je vous le partage. Merci à celui qui l'a mis dans le groupe des mémés. Les perdants du loto appartiennent tous au même groupe sanguin. Ouais. En fait, il y a pas mal de posts comme ça avec des petits jeux de mots parce que ce soir, Rudy était censé être avec nous, mais finalement, ça ne l'a pas fait, question de temps d'organisation. Il viendra une prochaine fois. Et du coup, il y avait des trucs que Rudy aimait bien. Voilà. Quand une caissière s'absente 2 minutes, peut-on dire qu'elle a lâché une caisse? Grande question existentielle qui vient juste après celle de « Que suis-je » Tu vois, c'est dans la vie, il y a 2 grandes questions. Que suis-je et est-ce que la caissière qui quitte son poste, est-ce qu'on peut dire qu'elle a lâché une caisse? Avec cette musique en plus, un peu... C'est drôle. J'ai pas fait exprès, mais j'aime bien. Perso, j'aime beaucoup les musiques comme ça met une bonne ambiance. Alors, chose à ne jamais faire. Mettre les charrues avant les bœufs. Jamais. Et pourtant, quelqu'un l'a fait et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il a mis le charroux avant les bœufs. Tu vas me tromper comme tous les autres. Mais je suis pas comme tous les autres. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Je vous ai dit, je pensais qu'il allait avoir Rudy, donc sans Rudy c'est beaucoup moins drôle. Mais c'est quand même drôle. Un doute m'habite. Vendre du faux Viagra, est-ce faire de la contrebande? Ouais, on va aller jusqu'au bout.
Princesse Leila. Princesse n'est plus là. Je passe à la suite. Hein. J'ai rien à ajouter. Je trouve ils sont très parlants. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je me sens très inspiré et j'aimerais partager quelques lignes avec vous. Merci de votre attention et vous pouvez continuer à faire ce que vous étiez en train de faire. Et moi, je dis à celui qui a créé ce post, merci pour ces lignes. Très pertinentes. Ça me rappelle un discours politique de Macron, d'ailleurs. Grand mystère résolu, tu tournes le logo du TGV et tu comprends pourquoi il est toujours en retard. Message subconscient dans le logo de TGV, c'est un complot tout ça. Voilà. Puisqu'on parle de complot, voilà un autre complot démousqué par ce magnifique chien. Ce n'est pas lui qui a détruit le canapé, c'est les Russes. Parce que c'est la faute des Russes pour tout en fait. Moi je m'attends le jour où on va entendre que la disparition des dinosaures est due aux Russes. Voilà, c'est comme ça. Chérie, tu veux pas qu'on inverse les rôles pour pimenter un peu? Ah non, pas ce soir, j'ai la migraine. En fait, en réalité, le gars, il a déjà accepté l'inversion des rôles, mais bon. Pas besoin de l'expliquer. Papa, c'est quoi l'amour? C'est la lumière de la vie, mon fils. Et le mariage? La facture d'électricité. Une des lois fondamentales qu'on apprend avec la Bible, c'est qu'on n'a rien sans sacrifier quelque chose. Voilà, c'est une question très simple en fait. L'univers veut bien ne rien changer. C'est le principe de l'inertie, préservation des forces et tout ça. Donc quand tu veux faire quelque chose, forcément il faut que tu donnes plus de l'énergie que ce qui t'est opposé. C'est comme ça. Donc l'amour, c'est la lumière de la vie. Le mariage, c'est la facture d'électricité parce que en ce moment, on remarque comment les familles s'effondrent dès qu'il y a la moindre difficulté, alors qu'à la base, ils sont censés être ensemble justement pour traverser ces difficultés ensemble. Mais étant donné qu'on vit dans une société de narcissiques égocentriques, chacun est focalisé à sa propre souffrance et il n'en a plus rien à foutre s'il a des enfants ou si voilà. Et puis le divorce vient facilement comme ça. Et ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de produire un environnement déstabilisant pour les enfants qui vont être plus influencés par le monde extérieur, y compris l'éducation nationale, les écrans, etc. Et du coup, tu vas avoir des enfants qui grandissent avec difficulté. Avec difficulté. Voilà. C'est dommage. Dommage. Maman, elle fait quoi la cigogne après avoir livré le bébé? Elle se vautre sur le canapé, regarde la télé, s'enfile des bières, rote et pète. Eh ben oui, messieurs, hein, on va pas mettre tout le poids de la responsabilité aux dames. On n'est pas forcément le meilleur exemple non plus. Donc voilà, c'est c'est des choses à garder en tête. Je m'adresse à tous les deux. Le couple est sacré. C'est censé être sacré et c'est censé être sacré. Cet aspect sacré nous permet de traverser des difficultés ensemble parce que ce n'est que quand on est à deux réellement que nous sommes à l'image de Dieu, capables de donner la vie. Voilà. Voilà. Et pour finir, il devait péter super fort ce Damoclès pour qu'on en parle encore. Vous connaissez le fameux P de Damoclès. L'épée de Damoclès. Ah, il était tellement fort qu'il résonne sur les millénaires. Bon ben voilà pour cette partie-là. Je pense que c'était pas mal. Je pense qu'on peut retourner à notre quotidien. On va parler d'actualité et cette fois on va aborder les couilles de Jean-Michel. Non, pardon, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais dire. Tout d'abord, je vais baisser la musique. Comme fait un professionnel en baissant le volume doucement. Hop.
C'est du haut niveau, hein. Je rigole tout seul comme un con, c'est drôle. Alors, je vous propose de parler de Brigitte Macron. Écran. Merci Thierry. Alors tout d'abord, je vous propose de poser le cadre, ok? C'est un sujet que j'ai longtemps évité parce qu'à mes yeux, pour le comprendre, il faut comprendre les véritables enjeux à la fois politiques, mais aussi spirituels. Je ne veux toujours pas me lancer dans l'aspect spirituel du sujet parce qu'il y a tellement de polarisation, il y a tellement de... C'est un terrain miné, tellement... Il n'y a rien à gagner d'aller de ce côté-là, en fait, pour l'instant. C'est avec la polarisation qu'on a aujourd'hui, on se prend même la tête entre nous. Ça ne sert à rien d'aller de ce côté-là. Par contre, juste comme ça, pour le principe, je donne une version courte. Alors, techniquement, selon les enseignements des anciens, okay, celui que tu mets à la tête d'un État va... celui qu'on met à la tête d'un État va prendre la tête de cet égrégore qui est l'État. D'accord? Et donc, selon ce que tu mets à la tête, les cellules du cerveau, tu vas avoir des résultats différents pour le reste du corps. On est d'accord? Là, c'est sûr que si tu mets une femme, en fait, qui est un homme qui se fait passer pour une femme à la tête d'État, donc tu mets un imposteur. Et si tu mets un imposteur là-haut, ça veut dire que tout ce qui est en dessous devient imposteur aussi. C'est influencé. C'est comme ça que les anciens voyaient la chose. Donc, si Brigitte Macron est un homme, la France a mis à la position du roi, c'est-à-dire la tête de l'autorité en France, en tout cas celle qui est accessible, visible aux yeux de la majorité. Ils ont mis à la place du roi un être trompeur rebelle contre Dieu et sa volonté, ce qui aura inévitablement des conséquences pour le destin de la France. Qu'est-ce que je veux dire par trompeur et rebelle contre Dieu et sa volonté? S'il était un homme et il a voulu se transformer en une femme, ça veut dire que Dieu l'a mis dans un corps masculin. Je parle comment les anciens voyaient les choses, ok? Ça veut dire que Dieu l'a mis dans un corps d'homme et cet individu, par ses croyances et par des faiblesses ou des choses, tu peux appeler ça comme tu veux, il a décidé de changer son identité, de refuser celle qui lui est accordée et de créer la sienne de zéro, y compris de toucher à son corps et de se rebeller contre la causalité, de se rebeller contre qui il est d'un point de vue universel. Qu'est-ce que dit? En gros, dissocier ses chromosomes, son ADN, avec qui il est réellement. Et aux yeux des anciens, ils appelaient ça se rebeller contre Dieu. Pourquoi? Parce que tu te rebelles contre ta propre identité qui est inscrite dans l'ADN. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi, j'en sais rien. Je suis personne pour juger. D'accord? Et ceux qui font les individus avec leurs testicules, ça ne me regarde pas. Par contre, quand tu prends un être qui fait ça et que tu le mets à la tête d'un État, parce qu'entre nous, voilà, je veux dire, Brigitte Macron, on peut imaginer, vu la différence d'âge et la relation dans l'histoire, si tout ce qu'il disait est vrai, qu'elle a l'ascendant sur lui. Ce n'est pas lui qui décide, c'est elle qui porte la culotte. Peut-être j'aurais pas dû dire ça. Mais j'y suis pour rien, c'est sorti tout seul. Mais dans tous les cas, quand on met ça tout en haut, on est en train de déformer un petit peu l'image de l'ensemble. Dans ce cas, les anciens considéraient qu'une mauvaise graine est plantée, et cette graine est celle d'un voleur qui veut éloigner la France du divin, à condition, bien sûr, que Brigitte Macron soit réellement un homme. Parce qu'en vérité, entre hypothèse et vérité factuelle, il y a tout un chemin à parcourir. Donc, l'interview de Brigitte, voilà. Je vais lire la suite et vous allez comprendre pourquoi cet article. Le couple Macron est un couple scandaleux de toute façon, car leur histoire est celle d'un adulte assez âgé qui séduit et emprisonne un enfant. C'est une histoire, donc pourquoi je dis ça, et c'est justement là qu'intervient le couple. De gauche ou de droite, des tabloïds de publication les plus prestigieuses, les médias anglo-saxons ont du mal à pousser outre le fait qu'une professeure de 40 ans sort avec un élève de 15 ans. Vous savez, aujourd'hui, tu vas en prison pour ça. Et là, on a un cas avéré, expliqué au public, et tout le monde, nuage au printemps. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de ça, de cet aspect-là, qu'on a accepté ça, qui est, à mes yeux, tout aussi grave que s'il était un homme. Tout aussi grave, parce que déjà, ça part mal. On a mis une pédophile à la place de la première dame.
Alors qu'elle soit une dame ou un homme, on s'en fout en fait. C'est la différence d'âge. Et du coup, une femme de 40 ans peut parfaitement manipuler un enfant de 15 ans et le garder sous son contrôle et le rendre totalement esclave pendant les années à suivre jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un problème quand même. C'est un problème que pendant que tout le monde parle des couilles de Jean-Michel, pour moi, ça, c'est un problème plus important. Couilles ou pas couilles, tu vois. Alors, c'est une histoire de pédophilie qui tombe mal pour un pays qui est appelé Pédoland par les initiés de Babylone. La vraie histoire du couple Macron pose donc problème pour commencer. Cela dit, si Brigitte s'avère d'avoir des testicules, l'histoire pédophile ne change pas forcément. En ce qui me concerne, il y a quelques points qui ont attiré mon attention sur tout ça que je partage ce soir avec vous. Je ne voulais pas parler du sujet, mais tout le monde en parle, alors j'y vais pour essayer d'apporter un peu de nuance. Essayer d'apporter un peu de nuance et partager avec vous plutôt mes incertitudes que voilà. Alors, timing. Premièrement, pourquoi Macron a senti le besoin de répondre maintenant à des attaques concernant Brigitte qui datent d'il y a longtemps? J'ai bien aimé la réponse d'Alexis de Radio-Québec qui explique que les dossiers que Trump aurait sur Macron et sa vie sexuelle, on a appris ça, tu sais, quand ils ont découvert que Trump avait des dossiers chez lui, un des dossiers, c'était... il disait que c'était sur Macron et sa vie sexuelle. Alors, concernant Brigitte Macron, et que ces dossiers sont utilisés pour faire pression à Macron. Donc, en gros, Trump, il a ces dossiers-là, il met la pression à Macron en le menaçant qu'ils vont révéler Trump ou ceux qui sont avec Trump, quoi. Et tout ça pour qu'il enlève sa langue, que Macron enlève sa langue de l'anus de Zelensky et de ses maîtres. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai entendu aujourd'hui que cette histoire d'envoyer des troupes en Ukraine, qu'elle était en train d'avoir lieu. C'est-à-dire même si Poutine l'a dit non, et tout ça, apparemment les services de renseignement russes disent qu'ils ont entendu que la France va envoyer 2000, c'est une rumeur. C'est une rumeur, d'accord? Donc, c'est vraiment une rumeur. Je confirme rien. Je dis juste ce que j'ai pu voir à gauche, à droite, qui ne m'étonnerait pas si c'est vrai. Les services de renseignement russes sont en train de dire que la France s'apprête à envoyer environ 2000 soldats sur le territoire ukrainien et la Russie a bien indiqué que s'ils les voient arriver, ils seront cibles prioritaires. Donc, pas seulement ils ne vont pas faire marche arrière parce que c'est des Français, ils vont les prendre en premier. Donc, à vous, chers soldats de la Légion étrangère, j'imagine, hein, parce que c'est eux la chair à canon de l'armée française, n'y allez pas. N'y allez pas. Bref, et donc vous avez ici le live d'Alexis qui vous explique qui vous explique ces choses-là, en fait, et avec plein d'autres informations que je trouve pertinentes et que j'ai juste pas envie de réaborder. Alexis le fait bien. Et voilà, moi je n'ai pas mis mon nez suffisamment dans cette affaire pour commencer à sentir ce qui se passe. Voilà. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ça sent un peu le caca. Mais pas pour les raisons que tout le monde se fixe dessus, pour d'autres raisons. Alors, on parlait de Macron et de sa langue collée dans l'anus de Zelensky. N'oublions pas la signature des accords de sécurité bilatéraux entre Macron et l'Ukraine et les propos de Macron sur l'éventuel envoi des troupes sur le sol ukrainien, ce qui a eu pour effet d'irriter d'autant plus la Russie et Poutine. Macron aurait donc réagi pour préparer le terrain de ce sujet-là, donc du chantage que Trump lui fait avec son dossier, quoi. L'homme nomme devant les yeux du public pour décrédibiliser tout ce qui est lié à Brigitte Macron, une façon pour lui de prendre le contrôle du narratif. En gros, Macron fait l'accord de sécurité bilatérale avec Zelensky. Trump, les patriotes, l'armée américaine, on appelle ça comme tu veux, ils disent à Macron, tu sais, arrête ce que tu fais parce que sinon on va révéler les trucs sur toi. Et Macron qui entend ça mais qui sait qu'il ne peut pas reculer avec Zelensky, se retrouve piégé. Donc du coup, il décide de prendre le contrôle du narratif concernant Brigitte Macron en soyant le premier à l'aborder. Pas le premier, mais le premier à le rappeler. Et comme ça, lui, il le rappelle, les gens commencent avec leur théorie complotiste, après les fact-checkers débarquent, ils fact-checkent tout ça, machin, blablabla, et ils créent une raison avec une loi contre la haine en ligne et toutes ces conneries-là. C'est assez classique comme principe. Et du coup, ça veut dire aussi que Macron reçoit de la pression
de la part des patriotes, en tout cas aux États-Unis, des patriotes américains, Trump et tout ça, quoi. Ça, c'est un signe que, bah ouais, si on observe la situation objectivement, on peut avoir cette conclusion-là. Allez voir le live d'Alexis, vous allez comprendre. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est ça. C'est l'implication des services secrets. Et moi, c'est ça qui, dès que j'ai entendu ça, ça fait ting. Bon, bah, ok, il faut que l'on parle. Je vous propose de regarder un extrait de la vidéo de Cadence Owens qui reprend les éléments du documentaire de Faits et Documents. Alors, voici, ici, vous trouverez la vidéo entière de Cadence Owens. Moi, je l'ai pris et j'ai pris un extrait de cette vidéo que j'ai mis juste en dessous. Si vous voulez la version complète, elle est dans l'article ou sinon sur le compte de Quartz Traduction. D'accord? Alors, voilà l'extrait en question. Écoutons ensemble. La seule photo qu'ils aient jamais présentée du prétendu mariage entre Brigitte, devenue Brigitte Macron, et son premier mari, apparemment inexistant, est celle-ci. Vous avez peut-être pu voir cette photo circuler, mais cette photo a été débunkée. Il a été prouvé qu'ils l'ont agrandie. Il s'agit en fait d'une photo d'un homme nommé Jean-Louis Auzière, avec sa première femme, Susan Spray. Et là, on se demande, pourquoi Jean-Louis Auzière, si c'est en fait une photo de lui et de sa première femme, ne sortirait-il pas pour dire « Hey, en fait, c'est une photo de moi et ma première femme, et les Macron, Brigitte Macron, utilisent cette photo et elle circule. C'est une véritable supercherie. » Vous remarquerez également qu'il porte le même nom de famille que ses enfants et que son prétendu premier mari, Auzière. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment bizarre. Apparemment, il est lié d'une manière ou d'une autre à son mari qui n'existe pas. Voyons cela de plus près. Je vais vous expliquer très lentement ce qu'il en est. Voici la théorie, et encore une fois, je tiens à préciser que je le crois crédible au vu de la réaction de la presse et de l'absence de démenti. Mais il s'agit que d'une théorie. La théorie est que Jean-Louis, cette personne que vous venez de voir, la personne photographiée sur cette photo de mariage, était extrêmement proche de Jean-Michel Trogneux, devenu Brigitte Macron, ok ? Lui et Jean-Michel Trogneux étaient extrêmement proches. En fait, il est membre de l'équipe enseignante de la Providence. Et Jean-Michel a eu des enfants, 3 enfants avec sa nièce, une femme nommée Brigitte Proba Auzière, ce qui est assez déroutant. Ralentissons un peu, d'accord? La personne dont ils ont utilisé la photo, Jean-Louis, a une nièce qui s'appelle Brigitte Auzière. Je vous montre une photo ici. Brigitte Proba Auzière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille, il a dit « je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Qu'est-ce qu'il avait, ce cher Jean-Louis Auzière? Il avait des liens avec les services secrets. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là depuis plusieurs semaines? Que les services secrets, en général dans tous les pays, mais surtout à l'Occident, sont l'outil principal de l'État profond pour œuvrer dans l'obscurité, parce qu'ils œuvrent sous le secret d'État. Mais du coup, ça voudrait dire que Brigitte Macron avait des liens avec les services secrets, avec ce mec-là, que ce soit Brigitte Macron, Jean-Michel, on s'en fout, c'est pas important. Cet individu avait des liens avec un gars des renseignements, et ça, bien avant que Macron devienne président. Et ça pose un problème. Alors revenons à l'article. Jean-Louis Auzière, oncle de Brigitte Auzière, ami de Jean-Michel, a eu un père et un frère dans les services secrets. J'ai cherché partout pour confirmer cette information et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a rien, nada, que dalle, bitch, rien sur Jean-Louis Auzière sur Internet, autre que des posts liés à cette histoire de Brigitte Macron. C'est-à-dire, je voulais savoir qui est ce mec-là. D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Et en général, tu prends n'importe quel nom, tu peux trouver un tas d'informations sur l'individu.
Il est mentionné au moins une fois sur Internet. Là, rien. Les seules fois où il était mentionné, c'était sur les histoires à propos de Brigitte Macron. Mais mon expérience m'a appris que peu sont ceux qui ne laissent aucune trace sur Internet. J'ai aussi constaté que c'est le cas qu'il est impossible de trouver quoi que ce soit sur les agents secrets, ce qui paraît logique, car ils œuvrent très rarement avec leur vrai nom, et les faux noms qu'ils utilisent ne peuvent pas laisser de traces sur Internet, car ils n'existent pas. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté Thinkerview, parce que en plusieurs années où j'étais directeur de l'association, j'ai fait genre des tonnes et des tonnes et des tonnes de recherches sur l'autre, et je trouvais rien, il n'y avait rien, il n'existait pas, ce gars-là n'existait pas sur Internet. Et après, je posais la question à son entourage, et en fait, l'ensemble de son entourage le connaissait après moi. Et ils savaient sur lui seulement des choses qu'ils avaient entendues de lui. Et en fait, quand tu prends toutes ces choses-là, ça rend le personnage douteux. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, par expérience, je me dis ça. Les agents secrets travaillent sous des faux noms. Et ils créent ces faux noms pour une mission spécifique. Ils ne peuvent pas créer de faux historiques Internet comme ça. Ce n'est pas facile. Donc, ça veut dire, ces faux noms, ils n'ont pas de vrai historique Internet. Et ou ils n'ont pas d'historique tout court sur Internet. Parce que ce n'est pas des vrais noms, ce n'est pas des vraies personnes. C'est des vrais humains, mais ce n'est pas ça leur nom. Et ils sont en mission. Et donc, dans le cas de Jean-Louis Auzière, je me suis dit la même chose. Et en fait, j'ai pu voir ça plein de fois. Tu sais, c'est assez fréquent, c'est assez régulier, c'est assez... dans toutes sortes d'histoires qui concernent les services de renseignement, on retrouve le même genre de caractéristiques. Les personnes sont introuvables sur Internet et souvent, ils œuvrent en arrière-plan, ils infiltrent des réseaux et ils poussent les réseaux à faire des choses alors qu'ils restent en arrière. Ça, je l'ai appris de mon propre expérience. Donc, parce que justement, ce fut un temps, quelqu'un m'utilisait moi pour avancer dans ses objectifs personnels. Donc, voilà. Et donc, si ce monsieur Jean-Louis Auzière n'existe pas sur Internet et il n'y a rien sur lui, c'est quand même un peu suspect. Et on sait factuellement que son frère et son père étaient dans les renseignements. Donc, on peut dire que les liens étaient déjà là. Le mystère donc concernant Jean-Louis peut indiquer les empreintes digitales des services de renseignement. Et cette implication changerait tout le sens de cette histoire-là. Ça change tout. Parce que du coup, ce n'est pas les couilles de Jean-Michel qui deviennent le centre de la conversation, c'est l'implication des services de renseignement sur l'évolution des présidents, l'élection des présidents, etc., etc. Et comme on a pu voir récemment avec, comment il s'appelle, un gars qui est passé chez Tucker Carlson, qui dit que c'est l'OTAN qui a tout pouvoir à cause de l'article 5, en fait. C'est l'OTAN qui a tout pouvoir sur les pays. Depuis, les présidents sont juste des commerciaux qui vendent le programme de l'OTAN aux pays membres de l'OTAN. Voilà. Et ils utilisent les services de renseignement pour œuvrer, d'accord, et ils mettent les présidents qu'ils ont envie de mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, ce qu'ils te disent par la loi 5, c'est que si on a frontière commune, la loi 5, c'est celle qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays sont attaqués. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que parce qu'il y a cette loi, ça veut dire que chaque pays a certains engagements à respecter. Et ces engagements-là, il y a une partie que les gens connaissent et il y a une partie que les gens ne connaissent pas parce qu'elle est dans le domaine du top secret. Et dans cette partie que les gens ne connaissent pas, il y a des choses à propos des élections, il y a des choses à propos de qui on met président, il y a des choses à propos du contrôle médiatique, il y a des choses sur les attentats terroristes et tout ça, tout ça. Donc, si les services de renseignement connaissaient Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux, peu importe, ce n'est pas important encore une fois, bien avant que Macron soit élu, ça veut dire que le président actuel, il a été kidnappé psychologiquement par une personne qui était en contact avec les services de renseignement. Et ça, c'est moyen, c'est bof. Parce qu'on a vu que les services de renseignement, c'est la main des États-Unis, la main de l'État profond pour la France et l'Europe. Donc, ça veut dire que Macron a été placé là.
C'est un élément en plus. C'est pas la même chose. Je m'en fous, encore une fois, des couilles de Jean-Michel. Alors, en effet, les services secrets sont la main principale de l'œuvre de l'État profond globaliste. On a pu voir les liens des services secrets français avec Viginum et les autres opérations de contrôle du narratif. Indirectement, tout ceci révèle la présence des mains de la CIA et du Pentagone, entre autres, car ces derniers utilisent les services secrets français pour imposer leur volonté en France et en Europe. Cela expliquerait aussi pourquoi Trump posséderait des documents concernant la vie sexuelle de Macron. D'où il les a eus, Trump? De ses propres services de renseignement. Donc ça veut dire qu'il tient Macron par les couilles de Jean-Michel. Pardon. En tout cas, voilà que l'État profond, que Macron est tenu au chantage par l'État profond, en fait. Et le chantage, on sait que c'est la façon principale que l'État profond utilise pour avancer dans ses plans. Quelques conclusions, ou une conclusion. En réalité, ce que Brigitte Macron fait au niveau personnel, je m'en fous royalement. Cela dit, on vient de constater que Brigitte Macron a des liens depuis longtemps avec un certain Jean-Louis Auzière, qui est lié au service secret. Alors que ce soit en tant que Brigitte ou Jean-Michel, cela n'est pas forcément le point le plus important. Quand on analyse l'historique de l'œuvre des services secrets, que ce soit par rapport au terrorisme ou le ministère de propagande macronesque, j'ai nommé Viginum et voilà, la commission Branleur et tout ça, quoi. Branleur, mais bon, vous comprenez. On ne peut qu'être ennuyé de l'omniprésence des services secrets dans les affaires qui finissent toujours par enlever des libertés au peuple français. Les services de renseignement œuvrent dans le secret pour une raison, et ce n'est pas pour protéger la France contre l'ennemi étranger, mais plutôt pour protéger les services secrets du regard des Français. Bisous les gars au renseignement, je sais que vous me regardez, je sais que vous m'appréciez particulièrement. J'en ai rien à foutre. On y va. Prochain sujet. Que se passe-t-il avec Kate Middleton? L'intrigue de la soirée. Alors, puisqu'on est dans les rumeurs people, parce que on parle un peu l'info des couilles de Jean-Michel, c'est un peu une info people pour moi. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est les renseignements, c'est l'implication des services secrets qui m'intéresse dans cette histoire-là, parce que ça montre d'autres choses. Mais bon, puisqu'on est dans les rumeurs people, parlons un peu de Kate Middleton et le mystère qui entoure sa disparition. Alors en effet, Closer nous prévient que son absence de Kate Middleton, son absence mystérieuse même pour ses proches, est révélation angoissante. Alors cela fait un certain temps que personne n'a pu voir Kate Middleton, la femme du prince William. Okay? Cela met les réseaux sociaux en feu. Beaucoup de théories circulent, mais il faut faire très attention car au final, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle a disparu et que la royauté et l'État anglais essaient de nous faire croire qu'elle va bien en publiant des fausses images. C'est ça qui est étrange, c'est-à-dire que la femme du prince William a disparu des feux de projecteurs, il n'y a personne qui sait où elle est, et la famille royale et l'État anglais, ils publient des fausses photos pour montrer qu'elle va bien. Alors, si tu veux nourrir le complotiste, fais ça, hein. Tu verras, ça va devenir viral à la demi-heure. Donc, c'était assez étrange de constater ça. Alors, on a ici un extrait toujours de Closer, mais d'un autre article. Ce premier cliché de Kate Middleton, publié par le palais de Kensington depuis sa sortie de clinique, n'a pas suffi à calmer les esprits et à compenser l'absence de la princesse de Galles sur la scène médiatique. Elle se repose au domicile familial d'Adélaïde Cottage et elle se porte bien, a pourtant informé à plusieurs reprises le palais de Kensington en vain. C'est donc pour confirmer l'information que cette photo, prise par le prince William, a été postée sur les réseaux sociaux à l'occasion de la fête des mères. Un joli portrait de famille illustrant Kate, tout sourire, entourée de ses 3 enfants, qui a mis le feu aux poudres en raison de nombreuses retouches de l'image qui ont entraîné son retrait des principales agences de presse. Alors, c'est comme l'histoire de Jean-Michel, en fait, et de Brigitte Macron. C'est très facile pour Brigitte Macron d'enlever toutes ces rumeurs. Il suffit qu'elle publie certaines photos de son passé. Voilà, juste ça. Et je veux dire, c'est la première dame de France. Elle a cette responsabilité face au public. Elle ne peut pas gagner la confiance des gens de sa propre parole et de son propre autorité. Elle doit prouver ce qu'elle dit.
Et donc, elle pourrait juste publier quelques photos, mais systématiquement, les photos publiées pour dire que c'est une femme, elles ont été fausses. Ce qui a tendance à irriter encore plus les complotistes et à faire exploser encore plus toutes ces rumeurs, ce qui paraît logique. Et bien là, ils font la même chose. Kate Middleton va super bien, elle est super, tout va bien. Regardez cette fausse photo. Ouais, non. Du coup, c'est à partir de cette fausse photo que toutes les rumeurs ont complètement explosé hors de contrôle. Et bien là, une nouvelle photo étrange est publiée pour calmer les hypothèses farfelues. Sauf que la photo en question, donc on va passer un passage de BFM parce qu'au moins, si on peut leur accorder quelque chose, je peux passer des passages de BFM sans avoir peur que ma vidéo va être censurée parce qu'ils vont réclamer des droits de je sais pas quoi. Ça, c'est cool. BFM, continuez comme ça parce que ça permet au moins d'avoir un échange plus ou moins honnête, au minimum. Tu vois, vous n'utilisez pas des trucs malsains pour pas que vos erreurs soient publiées. Enfin bref, on se comprend. Ça, on doit accorder à BFM. Ils ne font pas chier avec la diffusion, la rediffusion de leur travail. Et ça, on doit leur accorder. Ils sont fair play sur ça. Alors, je ne fais pas la pub de BFM, hein, loin de là l'idée. Hein, Alors, écoutons. Difficile de le dire, on pourrait dire que oui, ça a l'air bel et bien d'être Kate, mais encore une fois, il y a eu de nouvelles théories du complot hier soir avec de nombreuses personnes qui comparaient cette photo, cette vidéo également qui a été publiée sur le site internet du Sun et essayaient de voir les différences pour savoir s'il s'agissait réellement de Kate. Et on a du mal de plus en plus à comprendre la stratégie de communication de Kensington Palace, car Kate et William ont décidé de complètement ignorer et de ne pas réagir à toutes ces théories du complot, mais ils préfèrent se jeter, si je puis me permettre, dans les bras du public et donc dans les bras des tabloïds, comme si de rien n'était, en allant se balader un samedi matin en faisant leurs courses. Alors c'est difficile à comprendre, mais regardez ce matin la une du Sun, donc le Sun qui s'est procuré cette vidéo, Great to see you again. En fait, on a l'impression que les tabloïds sont du côté de la monarchie, du côté de Kate et William, en expliquant que voilà, enfin cette photo, cette vidéo va faire taire toutes ces théories du complot. Nous avons la même chose avec le Sun, avec le Daily Mail qui explique que c'est la photo que tout le monde attendait, que le monde attendait. On voit enfin Kate Middleton avec son mari, tout sourire, en train de marcher d'un pas assuré. On a même l'impression qu'elle marche assez vite, comme si elle veut dire qu'elle est rétablie, qu'elle est en convalescence, mais qu'elle est sur le retour. Peut-être aussi le signe d'un retour. Elle a vu tout ça dans une vidéo floue d'une personne qui on voit même pas le visage, qui a les caractéristiques corporelles qui ne ressemblent pas du tout à celles de Kate Middleton. Mais bon, les journalistes d'aujourd'hui, ils sont devenus aveugles, sourds et très arrogants, mais aussi très stupides. Donc voilà. Et voilà, en ce qui concerne ça, cette photo qu'ils ont sortie du coup pour rétablir la vérité sur Kate Middleton, on va voir ce qui se passe avec cette photo. C'est que le problème, c'est que si on regarde attentivement la photo, c'est que non, en fait, elle ne ressemble pas du tout. Ne regardez pas forcément ça, parce que ça, c'est rattrapé avec intelligence artificielle. Là, caractéristique physique, elle ne ressemble pas du tout à Kate Middleton. Elle est trop mince. Et elle a des traits de visage très différents. Elle a une chevelure différente. Ce n'est pas Kate Middleton. Et c'est quand même assez visible. D'accord? Donc, voilà, comme dit Greg, il n'y a même plus d'effort. C'est quoi? Vos intelligences artificielles sont en panne? Ah oui, c'est vrai, ça oui. Ça oui. C'est possible. On avait parlé des 7 superordinateurs qui seraient enlevés de ligne. Donc, ouais. Bref, on se comprend. Donc, au final, on ne sait toujours pas grand-chose. Le fait est que si Kate Middleton va bien, qu'elle n'a pas disparu, elle n'a qu'à faire une déclaration officielle en vidéo ou de répondre aux journalistes qui la cherchent partout pour montrer qu'elle est là et qu'elle va bien. Et en fait, pourquoi cette information est importante? C'est parce que vous remarquerez qu'en très peu de temps, on a eu la mort de la reine d'Angleterre. La mort, pas la mort, mais
on va dire, le cancer du roi Charles qui, bon, il est autant roi que moi je suis le pape. Et donc, voilà, et avec une crédibilité nulle, dans une famille maintenant criblée par toutes sortes d'affaires hyper cheloues entre William avec Kate Middleton, entre le prince Harry et sa femme qui est totalement woke, extrémiste et radicale et tout ce que tu veux, voilà, et assez castratrice d'ailleurs, et ben on voit aussi ce genre d'histoire, on voit la fin de la royauté anglaise. D'un point de vue symbolique, c'est la mort du principe royal sur la terre. Et dans cette guerre spirituelle informationnelle, il y a une guerre entre le principe du roi, d'accord, et le principe du baron. D'accord, rappelez-vous les barons voleurs. Dans le passé, on choisissait les rois pour leur descendance génétique parce que elle était censée être pure, elle était censée être juste, etc. Mais bon, à travers l'histoire, on a vu que ça ne marche pas toujours. On a eu après une sorte d'aristocratie qui était le pouvoir aux aristes. Je ne sais pas comment tu dis, aux aristos. En grec, aristos, ça veut dire le premier. Ça veut dire au plus compétent. On donnait l'autorité au plus compétent. Ça a été remplacé, suite à la Révolution française et tout ça, par on donne la responsabilité et l'autorité aux plus riches. Le plus riche, ce n'est pas forcément plus compétent. Tu vois ce que je veux dire? Plus riche, c'est juste plus riche financièrement. Mais par contre, pas forcément plus riche intellectuellement ni au niveau du cœur. Et donc, c'est toute une chute de l'humanité qui arrive à cette fin-là où on a la fin de la famille royale et la domination du monde des barons, les fameux barons voleurs, qui sont eux derrière ce sont eux qui tirent les ficelles en fait, qui sont au-dessus de l'OTAN et à travers l'OTAN, ils imposent leur volonté au monde entier. Donc, pourquoi c'est important cette histoire-là? Parce qu'il y a une rumeur qui me paraît plus ou moins cohérente, c'est que le prince William soit violent et que dans une altercation, voilà, elle a fini à l'hôpital parce que c'est là où elle a disparu. Elle est partie à l'hôpital et on ne l'a plus jamais vue sortir de l'hôpital. L'hypothèse qui me parle le plus, c'est celle de... en plein prise de tête, il a été violent avec elle et il a donné le coup de trop et puis voilà, elle n'est plus là. Mais du coup, c'est un peu chaud de dire ça publiquement, tu vois. Ou peut-être qu'il y a autre chose derrière. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, la famille royale, elle est finie. Et si elle est finie, ça veut dire que dans le monde des égrégores, il y a le principe royal qui a pris un gros coup là. Donc voilà, on est en train de voir la fin de tout ce qui était sacré en fait. C'est la destruction de tout ça parce que certains l'ont décidé, parce que telle est la période dans l'évolution de l'humanité. Voilà. Sans trop tarder, on va passer à un sujet qui m'a presque empêché à préparer ce live en fait. Qui m'a presque empêché de préparer ce live parce que ça m'a fait énormément réfléchir. J'étais en train de commencer à faire le live et j'avais 2-3 idées à propos des sujets que je vais aborder et je tombe sur un post de Momochi. Et je me dis, c'est quand même extrêmement profond ce qui est dit dans ce post et ça appuie sur des problèmes que nous sommes en train de traverser là. Et j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps pour échanger là-dessus. Alors, le sujet s'appelle « La désinformation déstabilise ». Et cela concerne tout le monde, pas uniquement les normies, pilules bleues, moutons blancs, etc. Alors, voilà, je vous ai dit le reste. On va lire, d'accord? J'ai fait des captures, on va mettre comme ça. Momochi qui dit « Comment créer un fake viral ?» Hier, un compte Twitter dit que Buckingham Palace a dit à la BBC qu'une annonce arrive dans les 72 heures sans aucune source. Puis les gens sur TikTok ou Twitter se demandaient hier si cette annonce serait sur Kate Middleton ou si le roi Charles serait mort. Du coup, quelqu'un a posté un texte avec une phrase, avec un logo pour prétendre que c'est une annonce officielle de Buckingham Palace, comme quoi le roi Charles serait mort. Jusqu'à là, moi, je vois plusieurs choses de framework design, d'accord? Donc, la création de faux narratifs, l'amplification des faux narratifs par l'utilisation des trolls et des bots, d'accord? Et là, c'est se faire passer pour un média crédible. On avait vu tout ça dans le framework design. 3 éléments utilisés
dans ces trucs-là. Il y a aussi le drapeau sur Buckingham Palace qui serait en berne pour dire que ça signifie son décès. Et en fait, les gens ont cru que c'est récent alors que ça date de 2022 quand, je crois, le roi était mort ou la reine, je ne sais plus. Alors, Momonchiki dit, je veux bien que les médias mainstream ne soient pas fiables, mais si c'est censé être officiel, vous comprenez que ça serait officiel. Notez, j'aime les théories complotistes, mais il y a une légère différence avec les faits. Et ce serait malin d'ensevelir Twitter dans des fakes, encore les Russes, pour que le réseau et les dissidents perdent toute crédibilité. Ah non, mais attends. Quelques heures plus tard, ça n'aura pas mis longtemps avant de sortir la carte fake news russe. Donc, quelques heures après son poste, ben voilà. Le roi Charles III n'est pas mort le 17 mars, comme l'affirme un communiqué attribué à Buckingham Palace, repris par blablabla. Et voilà, c'est la rumeur largement partagée par des médias et chaînes Telegram russes a été rapidement démentie par Londres, blablabla. Russe. Donc voilà, pour eux, c'est la désinformation russe. Et ceux qui ont partagé ça, ce sont des désinformateurs russes. Alors, c'est là la partie intéressante. Le souci, ce ne sont pas les fake news. On s'est tous fait déjà avoir. Elle, la première. Non, c'est moi le premier, Momo. Je ne sais pas, toi, tu t'es planté moins que moi. Alors, le souci, c'est qu'on emmène les dissidents à un genre de relativisme. Je doute, je ne fais que poser des questions qui les rend plus susceptibles de croire à des fakes. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'une fois que la personne commence à se poser des questions, elle remet tout en question parce qu'elle vient de comprendre que l'ensemble de sa structure psychologique qui était construite autour de l'idée que l'État est censé nous protéger, tu vois, que les institutions veulent notre bien, quand ça s'effondre, il n'y a rien à la place. Donc, ça veut dire que la personne, pendant une période courte, elle est dans le désert. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de construction personnelle. C'est autant n'importe le vent. Aujourd'hui, je crois ça, demain, je crois ça. Voilà, c'est freestyle. Et ça met dans une situation de stress et de peur qui fait qu'on cherche absolument une solution. Et celui qui nous apporte cette solution, eh ben, on lui donne notre autorité. Voilà, parce que c'est plus facile. Alors, finalement, elle dit que cette histoire de « je doute, je ne fais que poser des questions » rend plus susceptible de croire à des fakes. C'est drôle car contre-intuitif, mais je vois cette idée de refuser, de rejeter une théorie même si on vous démontre par A plus B qu'elle est fake, parce qu'on ne sait jamais et on nous ment tellement, donc ça peut être vrai. Voilà. Vous connaissez cette phrase qui dit « si tout le monde vous ment tout le temps, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit en quoi que ce soit. » Et un peuple qui ne peut croire en quelque chose ne peut se former une opinion. Ça, c'est Hannah Arendt qui parlait de régimes totalitaires ou dictatoriaux, mais ça reste valide dans une guerre d'information. Mais on est dans un régime totalitaire en France. Les lois sont passées, c'est déjà fait tout ça. Il y a même la loi Collabo qui a été mise en place. C'était la dernière étape. Maintenant, c'est juste le temps que tout le monde réalise. Mais c'est fait. Ne vous attendez pas à plus que ça. Ils n'iront pas plus loin parce qu'après, ils ne veulent pas que ça pète. Parce que si ça pète là à cause d'eux, bah, c'est eux qui vont tomber et ils ne pourront pas placer ce qu'ils veulent derrière. Donc voilà, pour moi, le régime autoritaire, il est déjà là. Et donc, on ne croit en rien, donc on croit à tout. Tant que c'est anti-système, ça passe. Voilà, c'est mon allié par association. On nous inonde de news et parfois, ça vient de gamins qui s'amusent à rendre une fausse rumeur virale. Parfois, des agences gouvernementales qui fabriquent des fakes, comme on a pu voir au dernier live. Que ce soit du côté US ou côté russe, on ne peut plus l'ignorer. Remarquez, ce relativisme sur les enfants n'est un problème que si vous cherchez la véracité des faits. Si vous êtes là pour du Netflix, alors ne changez rien. Des paroles, des genres, un sujet d'une profondeur extraordinaire que si on comprend bien, on peut carrément sortir de la guerre de l'information dès là ce soir. Moi, ce qui m'a choqué, vraiment la partie où je suis encore en train de réfléchir, c'est j'étais choqué par si tout le monde vous ment tout le temps, la conséquence n'est pas que vous croyez
les mensonges, mais plutôt que personne ne croit en quoi que ce soit. Quand plus personne ne croit en rien, l'intelligence collective s'effondre en plein de petits morceaux, rendant les individus fragiles car ils sont seuls avec leurs croyances et avec une incapacité de distinguer le vrai du faux face à des géants qui œuvrent ensemble, connectés et motivés par des intérêts convergents. Dans un tel contexte, un petit groupe d'individus organisés peuvent gagner face à une masse gigantesque d'individus perdus dans leurs croyances. Est-ce que vous réalisez la profondeur et l'importance de ça? Ça veut dire, oui, c'est le 1%, oui, machin. Non, non, ce n'est pas le 1%, c'est le 0,0001%. OK? Ils sont 1000 fois moins nombreux que ce que vous croyez. Et ils sont des millions de fois moins nombreux que nous. Des millions de fois moins nombreux que nous. Mais même si tu mets 10 personnes bien organisées face à 8 milliards désorganisés, les 10 vont gagner. Le nombre ne veut rien dire à moins qu'il sert à quelque chose. Et quand les individus ils sont fracturés dans des croyances individuelles, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, si les gens ils sont manipulables, tu peux les faire croire n'importe quoi, tu les tournes les uns contre les autres, ils se tapent dessus et pendant ce temps, toi tu regardes, tu te tournes les pouces et tu attends que ça se passe. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je continue à entendre, même ce week-end, j'étais un peu déçu, je continue d'entendre des phrases du genre « Oui, mais je ne peux pas parler avec lui, il est vacciné. » C'est un humain. Si tu n'arrives pas à parler avec lui, c'est qu'il est con, d'accord, mais que tu es aussi con, de la même façon. Parce que dans des cas pareils, il faut qu'un des deux, le plus intelligent des deux, puisse faire la marche arrière pour que la connexion soit rétablie. Parce que quand la connexion est coupée, la population est divisée et cette division se tourne en guerre civile qui va pointer son nez dans pas très très longtemps vu la situation et vu comment certains résistants essayent de chauffer la salle pour créer cette division-là. D'accord? Donc, continuons. La seule façon de sortir de cette situation, c'est d'en être conscient et de connaître les dangers de vivre dans des croyances. Il faut impérativement commencer un travail intérieur très détaillé de séparation entre croyances et faits concrets, puis séparer le tout en deux catégories distinctes avec un maximum d'humilité et de courage. Parce que accepter la vérité quand cette dernière te dit que c'est toi qui t'es planté, elle est quand même un peu dure. Elle demande de l'humilité et du courage pour l'accepter parce que il faut que tu sois assez solide pour accepter que tu as tort. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas accepter qu'ils ont tort et ils utilisent leur intellect pour justifier leur position plutôt que de dire d'accord, j'ai merdé, pardon, je note, j'essaierai de faire mieux. Ça, c'est pour certains, c'est extrêmement difficile. Tu vois. Donc, vous le remarquez, faites l'expérience autour de vous. Si vous entendez une personne qui passe son temps, quand vous lui faites une remarque, il passe 2 heures à se justifier, en fait, concrètement, ce qu'il est en train de faire, c'est se déresponsabiliser. D'accord? Et dire, ce n'est pas de ma faute, c'est le contexte, parce que trafic, parce que bouchon, je suis en retard, parce que... Et quand c'est le cas, ça veut dire que la personne refuse sa responsabilité personnelle, elle te dit, ce n'est pas de ma faute, donc je ne peux pas le changer. Donc, attendez-vous à ce que la personne refasse la même chose. D'accord? Donc, ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. Bref, restons... Si on accepte nos torts, en fait, ok, on n'a pas besoin de se justifier à l'autre. L'autre, il nous a donné son ressenti, ok, on l'a compris. On ne se justifie pas, on essaye de comprendre d'abord ce qu'il nous a dit. Et tu ne peux pas comprendre quelque chose au moment où il te le dit. Prends un peu de recul et réfléchis un peu dessus. Mais remarque dans ton entourage, ceux qui se justifient tourneront dans des ronds-points et ils n'osent prendre aucune sortie parce qu'ils ont peur de se planter, tu vois. Mais si toi, tu deviens courageux et humble, tu vas prendre une sortie du rond-point et ce n'est pas un problème si c'est un cul-de-sac. Tu reviens en arrière, au moins tu sauras qu'une des sorties, c'est un cul-de-sac et celle-là, tu n'iras plus. C'est une leçon. Donc, tu n'as pas à te justifier. Tout le monde se trompe.
Et tant mieux si on se trompe. C'est quand on se trompe qu'on apprend des choses. Donc, à la fin de ce processus, tu es censé avoir quelque chose de solide auquel tu crois. Et c'est ici qu'intervient la foi. Pour moi, la foi, c'est la croyance mise en pratique. Parce que la croyance, c'est la théorie, mais si elle n'est pas mise en pratique, elle vaut zéro. Nul, nada, que dalle, bitch. Rien. Une croyance qui n'est pas mise dans les actes, ça t'enferme. Tu vis chez Lucifer. On va voir après pourquoi je dis ça. C'est ici qu'intervient la foi, car peu importe le contexte politique, économique, etc., ta foi est censée être la branche solide sur laquelle tu es accroché pour traverser la tempête et le désert. Je vous dis depuis le début, il y aura ce moment dans la tempête où la seule chose, enfin, où la foi sera la seule sortie possible. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai dit en 2020 quand je suis revenu de J'ai un doute et tout ça. Et c'est quelque chose que, malgré les différentes évolutions au niveau de mes opinions, celle-ci n'a pas changé. La foi est nécessaire, mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quand tes croyances, spirituelles ou autres, se manifestent dans tes actes. Tu es en paix? Oui. Dans ce cas, ça veut dire que tu n'as pas peur. Oui. Bah, si tu n'as pas peur, pourquoi tu ne fais pas des choses, en fait, pour aider, pour servir le monde, etc., etc. Oui, parce que, bah quoi? Au final, tu as peur. Mais si tu as peur, ça veut dire que ta spiritualité, elle ne t'apporte pas ce que tu cherches. Donc, remets-la en question. Donc, parce que je dis, et si ta foi ne t'apporte pas force, courage et patience face aux événements, et aussi de maintenir un certain niveau de paix, il est temps de la remettre en question pour voir s'il ne s'agit pas plutôt d'une croyance aveugle. C'est dur à entendre, très difficile à faire, mais central pour ta propre survie. Central. Et c'est vraiment important de comprendre qu'après, la branche sur laquelle tu t'accroches, c'est cette réalité-là. Et concrètement, tous les textes anciens, que ce soit la Bible, le bouddhisme, le machin, les trucs, quand tu les emmènes à l'essentiel de leur message, ils te disent quoi? Ils te disent, au moment du chaos, aie foi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est la réalité universelle. C'est la vérité qui est. C'est celle qui est non négociable et qui est réelle et qui est identique pour tous, peu importe le statut social ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils te disent avec ça? Ils te disent, bah, accroche-toi au réel, au concret. Donc, est-ce qu'on s'accroche au réel ou au concret quand on devient complotiste? Non, en fait. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu es complotiste que tu es réveillé. Au contraire, tu es en danger de tomber dans un autre type de croyance par principe de pendule. Le pendule, quand il a passé toute sa vie comme ça et qu'à un moment donné, le fil est coupé et il est libéré, la première chose qu'il fait, ce n'est pas aller dans la position d'équilibre, c'est d'aller dans l'autre extrême. Et donc, là où j'étais full croyant aux médias mainstream ou je deviens full croyant aux théories complotistes. Et après, je réalise à quel point je me suis fait baiser et puis je retourne dans, bon, peut-être pas aussi extrême, mais je retourne dans les croyances universelles. Et puis après, je réalise que ça ne fonctionne pas parce que je ne suis toujours pas heureux. Du coup, hop, ça repart de l'autre côté, mais ça aussi, et à chaque fois un peu moins. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver l'équilibre. C'est là la vérité. La vérité, c'est l'équilibre. La paix, c'est dans l'équilibre. Tout ce qui n'est pas en équilibre est en tension et sous tension et a besoin de vivre quelque chose pour revenir dans l'équilibre. Donc vraiment, nous devons prendre conscience de ça. Et nous devons prendre conscience que on ne doit pas accorder notre autorité à quelqu'un d'autre. On parlera de ça tout à l'heure. J'ai appris quelque chose d'assez intéressant ces derniers temps que je voudrais partager avec vous, parce que ça m'a fait beaucoup travailler, moi qui étais cartésien, machin, truc, ou terre ronde et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu ça. Thierry, l'écran, s'il te plaît. Merci. J'ai entendu que l'humanité a commencé à construire sur le sable mouvant à partir du moment où l'humanité a choisi le modèle héliocentrique de Copernic comme la réalité universelle. C'était la première fois que l'humanité a cru d'une façon plus ou moins universelle à quelque chose qu'ils ne pouvaient vérifier eux-mêmes, mais qui était considéré comme autre chose que les religions. Ils avaient donc abandonné l'autorité de leur propre sens à des entités extérieures.
Donc ça, au niveau du développement de l'intelligence, ça veut dire qu'à un moment donné, avec ça, l'humanité s'est dit, OK, la vérité universelle, je ne peux pas la connaître. D'accord? Et donc, du coup, même si moi, je vois une Terre plate, OK? Même si moi, je vois un soleil qui est beaucoup plus petit que la Terre et qui traverse le ciel, même si moi, je vois la Lune, etc., eh ben, en fait, je vais croire ce que l'autre me dit, OK? Même si je ne peux pas le vérifier moi-même, et du coup, ma réalité sera celle qu'on m'a dit, pas celle que je vois. Alors, est-ce que la Terre est ronde ou plate? Ce n'est pas la question. Ce sont les répercussions de cette façon de faire qui sont importantes à prendre en compte et à ne pas ignorer. Parce que ça veut dire qu'on a accordé notre autorité à autre chose que nous avec ça. Et donc, ça veut dire, au final, qu'est-ce que ça peut te foutre si la Terre est ronde ou plate? D'accord? Qu'est-ce que tu vois? Sur quoi tu peux, toi, construire? Ça change quoi? Tu vas construire ta maison différemment si tu sais que la Terre est ronde? Non, en fait. Les principes, les lois de la nature observables par tes sens restent les mêmes. Qu'elles soient rondes, plates, que le soleil soit gigantesque ou tout petit, ça ne change rien. D'accord? Et c'est vrai que le principe de la science est quelque chose qui peut élever l'humanité, mais le danger, c'est que si c'est fait sans équilibre, elle finit par devenir une secte elle-même, comme on a pu voir avec le Covid, où des gens croyaient la science des plateaux télé plutôt que leurs propres yeux et leur propre corps. Vous comprenez? Eh bien, nous, complotistes, on est susceptibles à tomber à ce genre de piège, mais dans d'autres domaines aussi. Parce que, justement, cette histoire devait nous donner à réfléchir sur la profondeur de notre ignorance et appeler à la plus grande des humilités face au contexte actuel où nous savons factuellement que nos esprits sont attaqués dans cette guerre d'information. Comprendre le principe de l'autorité est essentiel. À qui accordes-tu ton autorité? Sur quel domaine? Pourquoi? Pense à tout ça. C'est vital. Alors, qu'est-ce que l'autorité? D'accord? Il y a certains qui parlent de souveraineté et qui n'ont même pas les bases sur les notions de ce qu'est l'autorité. L'autorité, c'est quelle est cette entité à laquelle je crois, ok? Et que ce qu'elle me dit, je le prends comme vérité factuelle. Ça veut dire, au niveau de la santé, peut-être que j'ai donné mon autorité au médecin. Et que mon médecin me dit, Léo, je sais pas, tu as telle maladie, prends ces pilules-là. Ok, bah, c'est quoi les symptômes de cette maladie? Ah non, laisse tomber ça. Moi, je te dis, crois-moi. Non, en fait. Non, parce que récemment, les médecins m'ont dit d'aller me faire piquer avec une expérimentation génétique, je sais pas quoi. Donc non, j'ai plus confiance comme ça. Il va falloir que tu m'expliques exactement pourquoi je dois prendre ces médicaments-là. Donc moi, j'avais donné mon autorité au médecin. Ça ne m'a pas forcément redonné la santé. D'accord? Les médecins, ils sont super pour te coller une jambe cassée ou un truc comme ça. Par contre, au niveau santé, pour régler des problèmes continus, ça, non, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas de leur faute. C'est qu'ils ont appris une médecine satanique. Une médecine qui prend en compte le corps en tant qu'un tas de viande et qui oublie l'aspect spirituel et la manifestation des défauts spirituels au niveau physique. Ça ignore complètement tout ça. Ça prend en compte juste que si tu es trop stressé, tu peux faire un trou dans l'estomac, là, un ulcère. Que le stress peut faire des ulcères. Oui, mais c'est pas que le stress qui peut faire des ulcères. D'autres phénomènes psychologiques peuvent provoquer d'autres problèmes physiques. Et donc, ces médecins, ils ont appris cette médecine purement matérialiste et du coup, ils voient que la moitié du problème. Donc, leurs diagnostics, ils ne sont pas toujours bons, mais ils ne sont pas toujours mauvais non plus. Ça veut dire que finalement, ça revient à moi la responsabilité d'avoir les yeux bien ouverts et les oreilles grandes ouvertes pour savoir ce qui se passe. Mais ça implique aussi qu'il faut que je la ferme un peu plus, que je sois plus attentif aux signaux qui entrent qu'à ce qui doit sortir. Et ça, c'est pas simple. Donc, l'autorité pour la politique, on l'a donnée à la démocratie représentative. Ce qui est un oxymore, ça n'existe pas. Parce que ça veut dire le pouvoir du peuple dans les mains de certains, littéralement, des représentants. Donc, même dans le système politique, c'est donné que c'est une oligarchie, le truc, tu vois. Et il te parle de démocratie, il se fout de ta gueule. Et on a donné notre autorité à ça, et puis on croit à tout n'importe quoi.
Voilà. Et si tu deviens complotiste et que tu as pris conscience de l'arnaque, qu'est-ce que tu fais de ton autorité? Est-ce que tu la donnes à moi? Non, c'est stupide de faire ça. C'est pas une bonne idée. Ni à moi, ni à Momochi, ni à Alexis, ni à Joe Masso, ni à Akina, ni à Jean-Paul Gaultier, ni à personne. C'est ton autorité. C'est toi qui dois réfléchir à ce qui t'est apporté pour voir en quoi ça t'aide dans ta vie personnelle et voir comment tu intègres ça. Et si tu intègres ça dans « Ah, maintenant je sais parce que j'ai vu une vidéo sur Internet », tu m'excuseras, mais tu es en train de t'enfermer en enfer. L'enfer est pavé de bonnes intentions qui sont entourées de solutions illusoires. Ça, c'est l'enfer. Donc, tu vis dans une illusion et tu tournes en rond parce que tout ce que tu as construit et tout ce que tu penses et tout ce que tu crois n'est juste pas réel. Et donc, ta réalité individuelle est en conflit constant avec la réalité universelle. Et tu es malheureux et tu as l'impression de brasser du vent et tu as l'impression que la vie, c'est de la merde et tout, alors que non. C'est juste, tu crois avoir compris et tu essayes les mêmes solutions pour les mêmes problèmes en espérant des résultats différents. Ce qui est le principe même de la folie. Donc, il faut faire attention. Il y a des forces en ce moment qui cherchent à nous rendre fous, à déstructurer l'ensemble de notre être pour le construire à leur image. D'accord? Nous sommes à l'étape de déconstruction. Ce n'est pas encore l'étape de la construction. Celle-ci, elle vient après. D'abord, il y a de la déconstruction avec la destruction. OK? Et ensuite vient le reste. Mais pour l'instant, nous sommes à la déconstruction. C'est pour ça que je vous dis, la solution, c'est quoi? Accrochez-vous à quelque chose de solide. Qu'est-ce qu'il y a de solide? Votre famille. Je discutais avec un ami que j'aime beaucoup qui me disait il a des problèmes parce qu'il a l'impression qu'il ne communique pas assez avec sa femme. Et dans la conversation après, par la suite, il est sorti que, en fait, il ne met pas sa femme en priorité. Il met plutôt ses potes complotistes. Tu vois? Et je me dis, mais regarde là, en fait. Pourquoi ta femme, elle t'écouterait si toi-même, tu ne l'écoutes pas? Est-ce que tu veux que ta femme t'écoute? Oui. Écoute-la déjà, toi. Sois le plus intelligent des deux qui fait le premier pas vers l'autre. Au lieu de faire que des pas en arrière où tu te sens incompris, du coup tu lui parles d'une certaine façon, tu lui parles comme ça, elle se sent incompris, du coup elle te répond machin, et vous entrez dans la spirale de la destruction. Et ça, tu vois, c'est pas que la personne est mauvaise, c'est juste qu'elle n'est pas consciente. Mais en fait, c'est à nous de faire le pas et de comprendre. On a 2 oreilles et une bouche. Et un très grand cerveau est très, très, très puissant, capable de trouver des solutions à condition qu'on a les bonnes informations concernant le problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment très attentif pour savoir si on a eu les bonnes informations pour le problème ou s'il s'agit de croyances. Alors, avant de passer à autre chose, je vous propose ce court extrait de Jordan Peterson, un véritable phare dans ces temps obscurs. Ce sont le genre de choses que j'essaie de me rappeler régulièrement et que nous devrions tous garder constamment dans un coin dans nos têtes. Je mets en plein écran et on y va. Traditionally, the most unforgivable and deadly sin has been associated with the intellect, because the intellect is so powerful that it can fall in love with itself, and then you get the Luciferian intellect, essentially. You get the sin of pride, you get arrogance, and intellectual arrogance is probably the worst kind. And so, sure, it's great to be smart, but the downside is you fall in love with your own intelligence, boy, and you're going to be in some sort of trouble, because I don't care how smart you are, you're not smart enough, and that is not the only virtue. Je ne sais pas à quel point tu es intelligent, mais tu ne seras jamais suffisamment intelligent pour comprendre l'ensemble de la complexité de la réalité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intellect vient avec un effet secondaire, qui est, il peut tomber amoureux de lui-même. C'est-à-dire commencer à construire des croyances et des choses qui satisfassent, les désirs personnels. Et du coup, utiliser son intellect pour justifier les faiblesses plutôt que apporter des solutions. Et c'est ça, Lucifer, l'arrogance, le principe de l'arrogance. Tu vois? Et ça te rend aveugle. Et si jamais vous regardez par exemple cette émission pour savoir qu'est-ce que vous devrez faire dans les temps à venir, c'est que
vous devriez réfléchir un petit peu. Il est temps de le faire parce que le temps où on sera vraiment face à nous-mêmes est imminent. D'accord? Donc réfléchissez maintenant un peu pourquoi vous avez absolument besoin de savoir ce qui va se passer au mot près. Parce que vous avez peur, parce qu'on a peur, moi aussi. Moi aussi, la situation, elle est intimidante. Je vois un gros monstre devant moi, un gros géant fait de fumée noire avec les yeux en flammes qui te rend amnésique et toutes ces choses-là. Je le vois. C'est quelque chose de terrifiant. La plupart des gens, ils regardent ça, ils restent paralysés. Et ils deviennent amnésiques complètement, ils oublient qui ils sont. Je comprends ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Il y a quelqu'un qui a dit la meilleure façon de traverser une tempête, c'est de la traverser, quoi. C'est pas de la fuir. S'il y a une situation, dans cette situation dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de sortie alternative. On doit confronter. Et du coup, on doit faire la paix avec cette idée-là et apprendre à lâcher prise. Et en ce moment, il y a énormément de gens qui reçoivent l'appel de papa qui leur dit « Fils ou fille, lâche prise. J'ai un plan pour toi. Suis ton intuition. Écoute-moi. » Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que je suis un animal ritualistique et j'ai besoin de mes rituels quotidiens, j'ai besoin de mon confort quotidien, j'ai besoin de ma sécurité quotidienne. Aujourd'hui, là maintenant. Donc du coup, je ne vais pas me lancer dans le risque pour plaire à un être que j'ignore même s'il existe réellement ou pas. Et ça, c'est juste ne pas écouter. C'est ça l'arrogance en fait. L'arrogance de l'intellect, c'est ignorer l'intuition quand l'intuition parle. Et l'intuition, c'est la sagesse du vivant. Et dans cette situation-là, si tu es appelé à faire des choses, d'accord, qui sont là pour te guider en dehors de tout ça, d'accord, tu dois arrêter ton cerveau, mais arrêter ton cerveau, ça veut dire baisser le volume de tes croyances aussi. Parce que si tu dis « je suis mon intuition » et tu passes ton temps à être prosélyte envers des autres à propos du complotisme, des histoires comme ça, non, tu n'as pas éteint ton cerveau. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Que dans cette période-là, on ne va pas convaincre l'autre en lui disant quoi faire. On va convaincre l'autre en étant l'exemple qu'on prend. En incarnant ce qu'on veut voir dans le monde. C'est la seule et unique façon. Tout le reste, ivré au feu. Donc, est-ce que tu incarnes réellement ce que tu prônes? C'est ça la question. Et est-ce que tu es construit d'une manière suffisamment solide pour faire face au vent puissant quand tu vas recevoir des attaques? Quand quelqu'un va venir te forcer ses croyances dans la gueule et à te les mettre au fond de la gorge, il va falloir être capable de revomir. C'est important. Et de prendre conscience de quelque chose, hein, c'est que dans ce monde-là, les plus forts, les plus solides, on les appelle les égos surdimensionnés en général, parce qu'on a tendance dans le monde où on vit de confondre intégrité, force de caractère et égo surdimensionné. Selon cette même logique, le plus grand égo surdimensionné serait Jésus, le mec qui a débarqué il y a 2000 ans et qui s'est fait passer pour Dieu du coup. C'est ça l'idée? C'est ça qu'on est en train de dire en fait, c'est ça? Parce que tu m'excuseras, mais je suis le fils de Dieu, il a dit. Hein? Je suis le fils de l'homme. Et puis, il a fait des miracles. C'est arrogant un miracle. Ce que je veux dire avec cette logique-là, le Christ, ce n'est pas un exemple à suivre, c'est juste quelqu'un avec un ego surdimensionné. Non, en fait, non. Il était extrêmement droit, extrêmement intègre et du coup extrêmement crédible dans ce qu'il faisait. À un tel point que les gens qui se voyaient face à lui, du coup, ils étaient dérangés parce que ça renvoyait une vérité constamment. Et les gens, ils voyaient dans ce miroir ce qu'ils étaient réellement et c'était flippant, terrifiant. Et ils préféraient casser le miroir que voir qui ils sont en réalité. Tu comprends? Sois conscient de ça. N'aie pas peur de ce que tu vois dans le miroir parce que c'est là pour t'indiquer ce que tu dois changer. Et fais-le. C'est pour ça que je te dis, là, l'importance, tu sais, Yeshua, c'est pour ça que moi je l'appelle Yeshua et beaucoup moins Jésus, c'est parce que c'est le nom originel en hébreu, une des langues les plus anciennes de la terre, qui remonte bien avant le déluge et tout ça. Yeshua, ça veut dire le sauveur. Ça veut dire l'archétype du héros. D'accord? L'archétype
du héros qui contient dedans le courage, l'intégrité, le stoïcisme, la droiture, des caractéristiques masculines indispensables pour traverser la tempête. Et c'est pour ça que c'est lui le chemin, le seul et unique. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas... Il était aussi humble, hein, parce qu'il disait pas, ouais, écoutez-moi parce que je suis le fils de Dieu, ouais, c'est moi le chef ici et tout, et c'est moi qui va tout faire. Il disait pas ça, il était humble. Il était droit, il était intègre, il était juste. D'accord? C'est l'archétype de l'homme juste qui apporte la paix. Donc Melchizedek, c'est pour ça qu'ils disent c'était le sacrificateur de Melchizedek, tout ça, tout ça. C'est un archétype. Il a incarné cet individu qui a vécu il y a 2000 ans, il a incarné le divin, l'archétype du héros. Et il a été le héros qui apporte l'équilibre et la paix. D'accord? Et le monde ne l'a pas aimé parce que le monde n'aime pas voir ce qu'il est réellement. Mais là, dans ce moment, on est en train de voir que soit on va le confronter, le monde, soit on va se le prendre dans la gueule et il va nous tuer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'élève maintenant. Et que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes, que chacun joue son rôle parce que nos rôles ne sont pas... On n'est pas les hommes contre femmes. Tu vois, ça, c'est les woke qui pensent ça et qui disent oui, pourquoi les hommes, ils ont plus d'avantages? Parce qu'ils ont dans une pensée homme contre femme. Non, non. Hommes et femmes, on est complémentaires. Et si tu enlèves les règles, enfin les principes de l'un, l'autre s'effondre avec. Hein. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Et donc, que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes, que chacun fasse son rôle avec force, courage, honneur, droiture, humilité, et ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc finalement, les postes de Momochi, ils avaient une profondeur. Moi, c'est là où ça m'a emmené, en fait, ces postes-là. C'est parler de mes croyances, et surtout cette phrase. Si tout le monde vous ment tout le temps, la conséquence, c'est que vous voyez les mensonges, que ce n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien, en fait. Et quand on ne croit plus rien, on devient super fragile. Et la seule façon de faire face à ça, c'est de ne pas croire en rien, en fait. De croire en quelque chose. Cette chose, cette force de vie qui est à l'intérieur de vous et qui vous guide par intuition et qui fait que tous les matins, c'est une journée nouvelle et une nouvelle opportunité de changer le monde, de changer soi-même, de changer, d'être heureux, en fait. Ou juste de rien faire et d'être heureux, tout simplement. J'ai entendu, je vous donne ça en bonus avant de passer au sujet suivant. Quelqu'un qui avait dit, c'était un micro-trottoir, okay? T'as un gars qui dit à l'autre, j'ai 10 millions avec moi, est-ce que tu les acceptes? Et l'autre qui dit, c'est quoi la condition? Il dit, il y a une condition, mais je te la dirai après, mais si la condition n'était pas très grave, tu l'accepterais? Il dit, oui, bien sûr, avec grand plaisir. D'accord. Alors, la condition, c'est que c'est ton dernier jour sur la Terre. Je te donne les 10 millions maintenant et dans 24 heures, tu es mort. Là, tu l'as dit, non. Non, merci, je ne veux pas de tes 10 millions. Il est, ok. Et si je te donnais 1 milliard, est-ce que tu accepterais? Par contre, c'est ton dernier jour sur la Terre. Demain matin, tu ne te réveilles pas. Et l'autre, il dit non. Non, je n'accepterai pas. C'est stupide comme réponse. D'accord. Mais du coup, rappelle-toi de cette réponse-là demain à ton réveil. Quand tu te sentiras pauvre, quand tu te sentiras victime, etc., dis-toi que ton réveil, il a plus de valeur que 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, toute la richesse du monde. Ton réveil est plus précieux. Et utilise cette opportunité pour faire quelque chose d'utile pour toi et le monde. Essaye d'être une lumière qui brille, pas un parasite qui bouffe l'énergie des autres. Ne sois pas un prosélyte, sois dans l'amour. Ne sois pas dans le blabla vide, sois dans l'écoute complète, consciente. Et tu verras que c'est comme ça que tu vas changer. Ce que tu veux changer à l'autre, change-le en toi et tu verras l'autre le changer aussi. Tu te sens pas écouté? Ouais, ferme-la, écoute l'autre parce que tu vas comprendre que c'est un malentendu. Si tu écoutes réellement l'autre. Le problème, c'est que souvent dans les débats, ce qu'on a tendance à faire, c'est arrêter de parler en attendant que l'autre finisse son truc sans écouter. Dès qu'il finit, on continue là où on était sans... Non, tu n'as pas écouté. Et c'est pour ça que l'autre ne t'écoute pas non plus. Pourquoi il t'écouterait si tu n'écoutes pas?
Donc, essayons de garder toutes ces choses-là en tête et d'être plus respectueux. La prochaine fois, on va parler de mouton blanc, mouton noir, pilule rouge ou pilule bleue, normise ou pas normise, etc., etc. Alors, sur ce, je veux passer au dernier détail, enfin, au dernier sujet de l'émission. Ce week-end, j'étais dans l'événement que j'avais annoncé la semaine dernière. Donc, c'était le samedi 16 mars, journée festival autour du film Tous résistants dans l'âme, entouré de l'équipe d'un cycle de 4 conférences sur les thèmes de l'autonomie alimentaire, du low-tech, de la médecine conventionnelle et de la santé intégrative avec Louis Fouché, Stéphane Chatry, Bernard Bertrand, Bernabé Chaillot, Christian Perron et Fabien Moine. Et en clôture, en musique, un merveilleux concert avec Ingrid Courrèges, Eric Scarbarou et Wilfried Barueco. Donc j'étais là-bas et j'ai eu le grand privilège d'être hébergé à l'endroit où il y avait tous les participants dans cet événement-là. Pas le public, mais les organisateurs, voilà, plutôt. Et du coup, ça veut dire que j'ai passé un week-end, surtout le soir, en fait, où on dînait ensemble, parce que la journée de samedi était hyper dense, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais les dîners, on a dîné ensemble le vendredi, j'avais Christian Perron à côté de moi, on discutait. Christian Perron, quelqu'un d'extraordinaire, avec une force extraordinaire et une humilité extraordinaire. C'est cette humilité-là qui, moi, fait, quand tu as quelqu'un avec un caractère fort et qui reste humble comme lui, parce qu'il est fort, tu ne vas pas le taquiner facilement, Christian Perron, tu vois, c'est ça le truc. Par contre, il saura rester humble. Donc, Thierry, je vois mon image, elle bloque un petit peu, c'est normal. J'ai comme des ralentissements. Bref. Donc, Christian Perron, voilà. Est-ce qu'il a un ego surdimensionné? Évidemment que non. Il est juste quelqu'un d'intègre et solide. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pareil pour Louis Fouché. Louis Fouché, extraordinaire. C'était drôle d'ailleurs parce qu'au début, je lui ai dit, tu sais, Louis, j'aimerais bien prendre 2 minutes quand on a fini avec tout ça et le monde comme ça, pour échanger avec toi au dîner quand on sera de retour. Et tu lui dis, ouais, ok, avec plaisir. Et du coup, je l'ai écouté toute la journée. J'ai écouté tout ce qu'il avait à dire. Vous savez ce que je me suis dit? Qu'est-ce que tu veux dire à ce mec-là, Léo? Tu n'as rien à lui apprendre. En réalité, c'est à lui de te parler. C'est pas à toi de lui parler parce que toi, tu n'as rien à lui dire. Il a une sagesse qui te surprend. Et donc, du coup, va l'écouter plutôt que de lui dire « je veux te parler ». Tu vas lui dire quoi? Par enthousiasme de le voir, etc. Non, juste sois sage et voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Et puis, j'ai remarqué que finalement, c'était très fluide. Et on a eu une conversation, etc. Et j'ai vu quelqu'un d'extraordinaire. Le bonhomme, physiquement, il n'est pas très grand, mais spirituellement, c'est un géant. C'est un géant. Mais pas un géant négatif, non, justement. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et je vous conseille fortement, fortement, son livre sur la peur, Traverser les peurs. C'est un livre vraiment extraordinaire. Je vais voir si je peux le trouver là. Traverser la peur. Louis Fouché. Je vous ai déjà parlé de ce livre parce que je l'avais reçu. C'est Nicolas qui m'avait envoyé ça comme cadeau. Merci encore à Nicolas d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est ça le livre. OK? Alors du coup, j'ai eu l'honneur d'avoir une copie de ce livre avec Jean-Louis qui m'explique qu'est-ce qu'il a écrit dedans et pourquoi. Et genre, on est resté pendant 1h30 et j'écoutais. C'était hyper enrichissant. Et je vous conseille fortement ce livre-là. C'est vraiment super. Et bien sûr, je vous conseille fortement aussi le film, le documentaire Tous résistants dans l'âme. D'accord? Tapez juste Tous résistants dans l'âme, c'est le premier lien qui apparaît. Et du coup, prenez le film qui est encore en VOD. Super film qui parle du nouveau monde, en fait. Tu vois, éclairant le monde de demain. Moi, c'est ce genre d'initiative que j'adore, en fait. Tu vois? Donc, alors, maintenant qu'on a fait le tour sur ça, parmi les rencontres extraordinaires avec des héros comme Christian Perron, parce qu'à mes yeux, ils sont des héros. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure pour Yeshua. Voilà, ils incarnent cette partie-là au mieux possible dans le monde où on est, d'accord, chacun avec ses forces.
Christian Perron et Louis Fouché parmi d'autres. Et les conversations profondes et nutritives que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, et même Ingrid Courrèges, tu vois, qui était là, était super. Mais Ingrid, je la connais déjà, je sais à quel point elle est super. C'est Christian Perron et Fouché, c'est la première fois que je les voyais. Et il y avait aussi justement Wilfried Barueco qui était quelqu'un de très brillant. Il y avait aussi l'équipe technique du film. C'était des gens extraordinaires. J'ai vraiment énormément sympathisé. Il y avait une ambiance fraternelle. C'était incroyable. Et donc, j'ai découvert aussi Wilfried Barueco et sa reprise de l'hymne français qui est parfaitement adapté au contexte actuel. Alors déjà, je vous laisse le découvrir. On va l'écouter ensemble. Thierry, il a pris le soin d'ajouter le texte en sous-titres, mais on va écouter ça et on revient juste après pour la conclusion de cette émission qui s'appelle Aux armes, aux arts, mes citoyens. Allons-y, Thierry, écran. Allons amoureux de la vie, les jours de paix sont arrivés. Avec nous, d'ailleurs et d'ici, toutes les âmes du monde entier, toutes les âmes enfin libérées. Entendez-vous des mers aux campagnes s'unir, hommes et femmes d'en bas, qui portent l'amour à bout de bras, courageux, dépassant des montagnes. Aux arts, mes citoyens, osez vos belles actions. Aimons, aimons, qu'un grand futur s'ensuive pour de bon. Nous sommes de la même famille, des enfants de la liberté. Contre nous, nos frères blottis, et nos bras pour les protéger, et nos mains aimantes élevées. Voyez comme la vie accompagne tous les êtres de bonne volonté qui s'aiment sans rien demander, les lendemains d'un monde qui se fane. Aux arts, mes citoyens, osez vos créations. Aimons, aimons, qu'un temps plus pur s'ensuive pour de bon. Thierry, qu'est-ce que tu as écrit à la place de Aux arts, mes citoyens? Symboliquement, c'est parfait ce qui s'est passé. Il s'est aidé par l'intelligence artificielle qui, au lieu de dire Aux arts, mes citoyens, il a écrit Aux armes, mes citoyens. Donc, du coup, ça a cassé le sens de la chanson, mais c'est écrit tout autour. C'est Aux arts, mes citoyens. Et le reste du texte était très bien transcrit. Donc, c'est pas grave, c'était juste une petite erreur, mais bon, c'était écrit tout autour, Aux arts, mes citoyens. Aux arts, mes citoyens. Donc, c'était juste ça qui était pas bien dans le sous-titrage. Ce texte est parfait. Et je pense que ce texte est bien, bien, bien supérieur, humainement, que le véritable hymne français, qui est quand même un peu sanguinolent. On va baiser vos femmes, on va tuer vos enfants, on va boire votre sang et tout ça, tout ça. Pas très humaniste tout ça.
Mais après, il ne faut pas être naïf non plus. Donc là, ce n'est pas naïf. C'est vraiment aux arts, les arts, mes citoyens, okay, les gens qui veulent vivre dans une civilisation, la seule possible, qui est celle qui fonctionne en harmonie avec les lois de la nature. Osez vos belles actions ou osez vos créations. Aimons. Voilà. C'est aussi simple et c'est ça qui projette un bel futur. Et donc, j'ai eu une petite idée. J'aimerais faire une petite reprise de cette chanson. Et du coup, je cherche un chanteur ou une chanteuse qui va m'aider, qui va faire ça avec moi. Et du coup, je vais vous demander, je vais mettre une série de... Je vais faire une vidéo où je vais donner des consignes claires sur comment faire si vous voulez participer à ça. D'accord ? Et du coup, si vous voulez participer à ça, vous allez regarder la vidéo que je vous envoie et chanter, j'imagine, en vous filmant. D'accord ? Et puis, je vais regarder vos vidéos et puis je vais choisir une personne avec laquelle je vais faire une reprise de cette chanson-là dans un style un peu différent. Et peut-être même 2 personnes, peut-être même quelqu'un pour la première partie, quelqu'un pour la deuxième ou pour avoir 2 voix, je ne sais pas. Mais en tout cas, je serais vraiment ravi s'il y avait plein de gens parmi vous qui savent se filmer. Si vous pouviez m'envoyer une version, je vais faire une nouvelle version musicale de ça avec un rythme un peu plus stable, un peu moins chanté, moins artistique, mais plus comme l'original, quoi. Et du coup, s'il y a un chanteur ou une chanteuse parmi vous qui sera intéressé de participer, de faire ça avec moi, je serai ravi. Donc, je vous en dirai plus d'ici la fin de la semaine, j'imagine. Parce que, encore une fois, le temps presse et puis j'ai un live hyper important pour vendredi, Y-Files. Et donc, pourquoi aux arts, mes citoyens? Donc là, maintenant, on arrive au titre du sujet. C'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'émission, nous sommes déjà dans un régime autoritaire. Croire qu'on est libre aujourd'hui en France, c'est une illusion. On est libre de faire ce qu'ils veulent. Et pour l'instant, ces libertés, elles sont quand même assez importantes, mais elles se réduisent avec le temps. Et elles se réduisent par différentes façons. Par la loi, en nous enlevant des moyens financiers, parce que les gens galèrent de plus en plus. Hein. Je le vois d'ailleurs dans les demandes d'arrêt de dons. Voilà, ça commence à être un peu chaud là, j'avoue. Mais voilà, on continue. Ça se fait par une pression psychologique, d'accord, en vous disant, en créant ces divisions entre complotistes et non complotistes et en les laissant se taper les uns sur les autres. Voilà. Donc, on reçoit ces pressions-là. Et en fait, la seule façon, historiquement, pour résister aux régimes autoritaires qui s'est avéré extrêmement efficace, c'était l'art. L'art est une chose pour sauver la partie intellectuelle de la chose, qui est nécessaire, indispensable. Et ensuite, c'était la construction de réseaux parallèles locaux, d'accord, qui était l'autre chose. C'est-à-dire être capable d'apporter des solutions au niveau local, de proposer des choses au niveau local, concret, pas sur Internet. Parce que, même si tu as faim, tu ne peux pas télécharger un morceau de pain, tu comprends? Donc, c'est important de faire ça dans le monde concret. Et je sais que tout le monde est attiré par oui, j'aimerais créer ma chaîne YouTube, faire mon truc, machin. C'est attirant, ça donne envie. Mais en réalité, ça donne autant envie que d'être millionnaire. Beaucoup de gens veulent être millionnaires et quand ils gagnent au loto, ils finissent soit drogués, soit morts, soit en prison. D'accord? L'écrasante majorité des gagnants au loto, ils ont très mal fini. Mais ça, bien sûr, il n'y a personne qui va vous le dire. Et c'est pareil avec les trucs de YouTube. Tu vois, avec les trucs, par exemple, faire ce que je fais, il y a de fortes chances à développer une grosse tête et à tomber amoureux de son propre intellect. Et c'est un combat quotidien pour se rappeler que non, Léo, reste tranquille. Toi, tu ne sais pas du tout ce que tu fais. Tu es guidé par ton intuition, ne vole pas la connaissance de ton intuition, la sagesse du vivant, ce n'est pas la tienne. Tu es juste en train de la suivre, ce n'est pas la tienne, donc tais-toi. Tu n'es rien dans tout ça, tu n'es pas plus important que les autres. Voilà, et donc je me dis ça tous les jours. Et dans mes prières aussi, garde-moi de l'arrogance et de l'orgueil.
Et c'est pas simple. C'est une conversation qu'on a eue à table avec Louis Fouché, avec Christian Perron. Comment gérer ça, tu vois? Parce que c'est un problème. C'est un problème. C'est quand certaines personnes se voient accorder une certaine autorité de la part des autres, ben, ils l'utilisent pour des intérêts personnels plutôt que le retourner pour le bien commun. Ça arrive souvent. C'est pas qu'ils le font exprès, c'est pas qu'ils sont en opposition contrôlée, c'est juste que bah, ils n'ont pas pris en compte cet aspect-là, tu vois. Et pourtant, enfin bref, c'est... Mais ouais. Donc tout ça pour dire que je sens que je ne vais pas continuer les émissions d'ADNM encore très longtemps parce que je suis appelé pour faire autre chose maintenant. Je n'ai plus envie de contribuer à cette chose qui est quand même utilisée malgré moi pour créer de la division, de la polarisation. Donc, plus le temps passe, plus je me dis que je veux faire cette fameuse série documentaire, la continuité des barons voleurs, ok, dans laquelle je vais partager avec vous tous mes trouvailles depuis 15 ans de complotisme avec J'ai un doute, Thinkerview, etc. Je vais vous partager ce que je pense qui se passe dans le monde, qui est ma vérité personnelle et qui est majoritairement dans les croyances, d'accord, et très peu dans les faits parce que c'est difficile de prouver ces choses et j'insisterai sur ça, d'accord. Quand ça sera factuel, c'est factuel. Quand c'est je crois que, bah, je dirais je crois que, donc il faudra le prendre comme voilà. Mais la finalité, c'est que tout ça, elles m'ont amené à un point où la seule chose qui m'intéresse et la seule chose à laquelle j'accorde mon autorité, c'est les choses que je peux vivre dans ma réalité quotidienne. Voilà, je ne peux pas être une bonne personne sur Internet en étant un enfoiré dans ma vie privée. Ça ne marche pas, ça. Donc, du coup, c'est hyper important d'être une bonne personne dans ma vie privée aussi. Et ça, dans le monde où on vit, c'est compliqué. Surtout dans une période comme celle dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a quelque chose de majeur qui est en train de se faire qu'il ne faut surtout pas ignorer. Les constellations et les influences archétypales dans les cieux, etc., c'est une sorte de saison pour l'esprit, tu vois. Ben là, c'est un petit peu la saison de l'hiver. Donc, il y a un peu moins d'énergie que d'habitude, ou en tout cas, l'énergie qui existe, elle est très différente que celle à laquelle on est habitué. Et ça, c'est factuel, c'est universel. C'est pour ça qu'il y a des aurores boréales au sud de la France. En 2023, il y en a eu 5 fois. Donc, c'est pas pour rien tout ça. Et ces choses-là font que nous sommes très fatigués, en fait. Et comprenez bien que cette fatigue, dans une vie quotidienne programmée par les rituels, elle est obligée de passer au subconscient. Donc, on est fatigué, mais on n'est même pas conscient qu'on est très fatigué. Mais cette fatigue-là, elle a des conséquences réelles, c'est-à-dire elle nous rend plus irritables. Elle nous donne l'impression que tout est plus compliqué que ce que c'est en réalité, tu vois. Et elle nous donne moins envie de faire des choses. Donc, c'est encore plus difficile de changer. Donc, encore une fois, prenez en compte ça. Tu vois, concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est sortez de Babylone en plein hiver, nus dans la neige. Je sais que ce n'est pas facile et je comprends parfaitement la résistance de la plupart des gens, comme la mienne aussi. Donc, ne vous en voulez pas si vous avez du mal à le faire. Ne culpabilisez pas. Juste comprenez que si vous voulez le faire, eh ben, il va falloir commencer à s'adapter à la neige déjà, au froid. Il va falloir s'adapter à la solitude. Il va falloir s'habituer aussi à l'aveuglement de la lumière qui arrive quand elle est reflétée par la neige. Quand le soleil, quand tu as du soleil et tu as de la neige partout, ça pique les yeux, tu vois. Et ben, prends conscience de ça aussi. Du coup, garde tes yeux, voilà, protège tes yeux aussi. Donc, voilà, ne soyez pas comme ceux qui veulent tout changer comme ça du jour au lendemain. Et du coup, ils se mettent une telle pression qu'ils n'arrivent à rien faire. Dites-vous que vous voulez construire une maison. D'accord? Eh ben, elle ne va pas se télécharger en une fois. C'est brique par brique. Brique par brique. Ben, faites-le. Commencez avec les petites choses, avec les petites briques. Par contre, si vous ne faites pas ça, elles ne vont pas se téléporter, les briques. Du coup, pas de maison. Même si vous êtes sur le rocher, sur l'endroit où on peut construire solidement, si vous ne construisez pas, ça ne va pas se faire tout seul. Et vous devez construire à l'intérieur de vous quelque chose de solide pour vous garder de cette tempête-là. Donc, j'espère que mes propos sont clairs. J'espère que ce que je fais ici a un sens, même si c'est pour une personne. Moi, c'est
C'est au-delà de mes espérances. Et oui, encore une fois, on va y arriver. Mais pour y arriver, il faut, c'est pas téléportation, ça n'existe pas. D'accord? Il faut y aller. Il faut faire les pas, petit à petit. Voilà. Alors, sur ce, Thierry, est-ce que tu as la prière de Kenny Arcana dans le fond pour finir sur ça, parce que je pense que c'est pertinent pour ce soir. Alors, sur ce, les amis, je vous souhaite à tous, soyez bénis, soyez en paix, et surtout, n'oubliez pas ce vendredi-là, parce que c'est la continuité de l'émission-là. En fait, ADNM et Y-Files sont en train de se lier en termes de sujets, et bientôt, cette liaison sera de plus en plus concrète, mais pas Y-Files qui part dans le complotisme, c'est plutôt ADNM qui monte dans le spirituel. Donc, voilà, et ne ratez pas celui-là et surtout regardez le dernier, celui d'il y a 2 vendredis, parce que justement, il pose les bases. On a parlé du corps humain, d'accord? Parce que l'idée, c'est d'étudier ce que nous sommes. Dans le premier, on a parlé de l'aspect corps et on a appris énormément de choses sur notre corps. On dit mon corps, mais du coup, ça veut dire mon corps n'est pas moi, tout comme ma voiture n'est pas moi. C'est une partie de moi, mais pas moi. D'accord? Bah, du coup, on est en train d'étudier que suis-je, donc on a parlé du corps. Cette fois, on va parler de l'intelligence individuelle. D'accord? Et je pense que ça vous concerne parce que justement, on va parler justement de ces histoires où, quand une personne ne croit plus rien, qu'est-ce qui se passe, etc. Et de toutes sortes de déformations au niveau des intelligences individuelles. Voilà. Qu'est-ce que nous sommes d'un point de vue intelligence? C'est ça la question qu'on va aborder ce vendredi et je pense qu'elle vous intéresse. Donc, et que c'est un sujet très intéressant à comprendre parce que c'est se connaître mieux. Avant de finir, je voulais vous dire que papa m'a donné un cadeau. Donc, à Orléans, sur les quais, là, il y avait la brocante. Et du coup, je marchais, puis il y avait un endroit avec des vieux livres. Et je tombe sur ça. Il y a écrit « Manuel chrétien ». Et je suis là, genre, intéressant. Je l'ouvre. Et il y a écrit à la première page, hop, je ne sais pas si vous pourriez le lire, en bas de page, avec le machin et le privilège, ou je ne sais pas quoi, alors, avec approbation et privilège du roi. Et je regarde des nombres latins qui disent 1740. 1740, c'est une Bible de 1740. Et du coup, je demande au gars combien ça coûte, il me dit 15 €. Je me dis, mais il est fou. Je lui donne un billet de 20, je dis, garde la monnaie, parce que ça vaut beaucoup plus que ça. Bref, à la fin, on a sympathisé, il a fini par me le donner gratuitement, parce que j'étais albanais, pour une raison, il aimait bien les Albanais. Et il m'a donné aussi celle-là. Gratuitement. Pareil. Donc, Church Service, là c'est la même chose, mais version anglaise, et cette fois c'est 1860. Je peux vous dire, en ayant feuilleté très rapidement ces 2 Bibles-là, celle-ci et celle-ci ont quelques différences. Et les 2 ont beaucoup de différences avec les Bibles d'aujourd'hui. Premièrement, une bonne partie de la Bible, que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est pour les prières quotidiennes. Et je remarque en fait qu'elle ressemble pas mal sur les prières. Ceux qui ont lu les livres des enseignants que j'ai conseillés, eh ben, ça parle des prières quotidiennes, tu vois. Et là aussi, je trouve ça intéressant qu'il n'y a plus ça dans les Bibles modernes. Et du coup, j'ai besoin d'un peu de temps pour jeter un coup d'œil à toutes ces choses-là. Parce qu'encore une fois, même si je ne vois pas la Bible comme tout le monde, d'accord, je ne crois pas aux dogmes manipulateurs qui ont été créés par les religions pour créer des guerres et faire couler le sang, eh ben, il se trouve que je crois que la Bible contient une sagesse extraordinaire qui pour moi a été salvatrice à plus d'une fois. Donc je veux bien comprendre ce message plus en profondeur, mais ce qui m'intéresse c'est le message universel, pas pas tout le truc dogmatique en fait. Ça m'intéresse pas. Pas le truc qui me sépare des autres en me faisant croire que parce que je suis chrétien, je suis supérieur, donc du coup les autres devraient m'écouter. Ça, c'est la version pharisienne de percevoir la spiritualité et Dieu et le divin, tu vois. Non, c'est plutôt pour apprendre
l'humilité nécessaire pour traverser cette situation et comment l'appliquer dans le concret, en fait. Voilà. Et donc, je vais faire ça et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup ce genre de choses pour Y-Files. Et je pense que je ne suis pas le seul à qui ça intéresse. Donc, voilà, c'est pour ça que l'actualité commence à me casser un peu les pieds parce que je me retrouve à parler aujourd'hui des mêmes sujets que je parle depuis 4 ans et c'est chiant à un moment donné. Et il y a tous ces sujets qui sont beaucoup plus importants et plus pertinents pour aujourd'hui auxquels je voudrais accorder plus de temps et surtout, je voudrais faire de la musique avec vous. Je vous ai déjà dit, mais le temps, il manque. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a moyen à ce que ADNM ne continue plus encore très longtemps, en tout cas pas dans sa forme actuelle. Alors, faisons ce qu'on peut ensemble avec ces dernières émissions et voilà. Hop, que papa nous garde et que papa nous guide dans cette nouvelle transformation. Donc, en attendant le live d'Y-Files vendredi ou celui de ADNM la semaine prochaine, soyez tous bénis, marchez en paix et je vous dis à très vite. Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Seigneur, aide mes pensées à raisonner correctement. Ce monde veut m'enseigner la peur et de A à Z me ment. Je te cherche à mon âme en essayant de la connaître. Ma mémoire veut accroître mon mal en soufflant sur ma comète. Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes. Je me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices. Oh mon Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois, éternel créateur. Tes commandements seront mes lois. Parle à mon âme, envoie-moi un ange quand je me perds. Un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre. Du libre arbitre, mon espèce s'est retournée vers le démon. Et mon espèce me dit folle lorsque ce fait je le dénonce. Fixe siècle de torture, le cérébral spécule ordure. Le matériel n'est qu'illusion, la connaissance, la vraie fortune. Non pas leur connaissance tordue, mais l'immuable que rien ne corrompt. Nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Seigneur, aide mon âme que ce monde voudrait voir perdue. Car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la vertu. Mes frères planent dans le doute, donne-leur la force de rester droit. La sagesse m'a dit connais-toi, pour voir le ciel faut rester toi. Ce monde blasphème, la foi considérée comme futile par ceux qui ne voient pas tes signes, ne discernant pas le subtil, mais voudraient donner des leçons aux serviteurs de ta lumière. Ceux qui savent que demain sera sûrement ce qu'on a vu hier. Je ne suis qu'une âme égarée, mais réceptive à ton amour. Alors je t'en prie, éclaire-moi, ce monde veut me mettre dans un moule. Se fout pas mal de nos désirs, c'est du cœur, pas de l'ego. Alors j'agis avec amour pour me l'entendre dans ton écho. Seigneur, soigne ma colère, elle est la faille de tous mes mots. J'ai trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans mes mots. Accepte mon humble repenti sur la route que j'arpente. Reste près de mon âme, je t'en prie, comme lorsque je remontais la pente. Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne. Donne-moi la force d'avoir la foi chaque jour plus que la veille. Réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffles la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos lunes quand s'ouvre la nuit. Réconforte de ton amour l'enfant seul et malheureux. Protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux. Guide mon espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère, que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. L'homme s'est construit un monde inhumain, écrasant les gens simples. Éclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir humbles, qu'ils puissent voir avec le cœur, pas avec l'ego ni la tête, afin de plus jamais oublier qu'on est les gardiens de la terre. Que le poids de nos karmas redevienne plume et que les rayons indigo de nos soleils puissent percer cette brume. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.